Vous êtes là, je recommande votre livre en particulier, Trump, le pouvoir des mots. C'est chez First Edition, le voici. Et vraiment, je le recommande, et ça n'est pas qu'une formule, parce qu'il permet vraiment de comprendre la logique profonde de Trump, personnelle et politique. Un mot d'abord sur ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Les avions qu'on vient de voir, hein, ça c'est vraiment la bonne vieille grosse logistique américaine dans ce qu'elle peut avoir de très massif et puissant. Oui, d'abord, il n'existait pas la semaine dernière, ces avions, ce groupe aéronaval. Il y a 11 groupes aéronavals aux États-Unis. Le Lincoln est l'un des plus puissants. Il a une petite quarantaine d'années. Hein. Ce n'est pas un porte-avions de la semaine dernière, mais il est très puissamment armé. Essentiellement de F-15, d'avions de reconnaissance et de quelques autres. Il a surtout un groupe aéronaval composé d'une demi-douzaine d'autres bâtiments, plus de sous-marins. Et le groupe composé, l'armada du président Trump, c'est 400 avions et au moins 500 missiles Tomahawk. En fait, le problème du président Trump, la semaine dernière, il y a 15 jours, lors des révoltes iraniennes, qu'elles aient fait 5 000 ou 40 000 morts, certes, la masse est importante, mais enfin, on se rend bien compte de l'état de la répression, c'est que tout ça n'était pas là. Et il a 3 problèmes. Le premier problème, c'est isoler l'Iran, isoler les bateaux, isoler les forces iraniennes. Deuxièmement, c'est protéger ses alliés du Golfe qui lui avaient retenu la main pour l'empêcher d'attaquer tout de suite, car il ne se sentait pas protégé. Et je rappelle que les Iraniens ont un programme de drones extrêmement puissant, extrêmement développé, de plus en plus puissant et de plus en plus développé, à peu près équivalent de ce que font les Turcs, les Chaïtes d'un côté et les Baraktiars de l'autre. Et puis troisièmement, avoir la capacité d'attaquer et de détruire les éléments principaux de la défense iranienne et aussi les endroits où pourrait se cacher une partie de la direction politico-religieuse de l'Iran. Mais il y a un problème qui est pourquoi faire ? Car autant au Venezuela, l'idée de décapiter la tête en négociant avec l'appareil mercenaire qui n'est plus du tout politique du Venezuela, et notamment avec la vice-présidente, a rapidement pris le dessus, et donc il n'y a pas eu de changement de régime, il y a eu un changement de tête. Autant en Iran, ça n'est pas si simple, car il n'y a pas de vice-présidente ou de vice-président. Le seul qui aurait pu remplacer l'ayatollah était l'ancien président qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Le fils de l'ayatollah ne semble pas véritablement contrôler les choses. Le descendant du Shah n'a pas été adoubé par le président Trump parce qu'il ne lui fait pas confiance pour tenir l'Iran. Et le seul moyen, c'est d'acheter un des commandants des gardiens de la Révolution. Et visiblement, ça n'est pas si simple. On va revenir au changement de régime, mais si on reste un instant vraiment à l'aspect militaire proprement dit, il y a cet avion cargo, il y a le Lincoln dont vous parliez. On va prendre la carte. Le groupe aéronaval du Lincoln, parce que le Lincoln tout seul, c'est bien, mais il faut rajouter les destroyers, les corvettes, les ravitailleurs et les sous-marins lanceurs d'engins. Faites-nous l'explication de la carte, Alain Bouer, parce que quand on prend cette carte, c'est une partie seulement, parce qu'il faut mettre tout ça sous forme graphique de l'énorme dispositif. J'ai demandé aux Américains la liste qui est plus impressionnante quand on prend la liste des équipements qui sont installés. Donc il y a le USS Abraham Lincoln, dit CVN 72, mais aussi l'USS Mitchell, l'USS McFaul, l'USS Oscar Austin, l'USS Roosevelt, l'USS Bulkeley, l'USS Ignatius, qui sont tous équipés des meilleurs équipements radars et Tomahawk. Ignatius, comme dans le roman pour les amateurs. Et comme l'auteur, David Ignatius, un excellent journaliste du New York Times, que n'aime pas particulièrement Donald Trump. Vous avez au moins 2 sous-marins nucléaires d'attaque, notamment l'USS South Dakota SSN 790 et l'USS Georgia SSGN 729, également un lanceur de missiles sous-marins de classe Ohio, et puis l'USS Mount Whitney, qui s'occupe du commandement central, parce que ce n'est pas tout à fait le navire amiral malgré tout, qui fait la coordination générale. Il y a également l'USNS Lewis B. Puller et un certain nombre de bâtiments logistiques, l'USNS Karl Brecher, l'USNS Henry J. Kaiser et toute une série d'autres bâtiments. Donc, Alain Bauer, il y a ce mot de Talleyrand qui est un peu mystérieux et en même temps très profond, qui dit on peut tout faire avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Oui. Quand on déploie autant de baïonnettes, est-ce que c'est logiquement qu'on va les utiliser ? Est-ce qu'ils vont tirer ? Non, parce que le débat est après. De toute façon, les Américains n'ont pas besoin d'excuses pour attaquer l'Iran. L'humiliation de 1979, la prise de contrôle de l'ambassade des États-Unis et la prise des otages pendant plusieurs centaines de jours, suffit largement aux Américains et au président Trump pour justifier d'une attaque sur l'Iran, quoi qu'il en soit.
Et l'opinion publique, contrairement à ce que tout le monde raconte, le soutiendra parce que les images de cette humiliation leur restent totalement insupportables. Donc, il n'a pas besoin d'excuses, il n'a pas besoin de justification. Juste ça suffirait à dire, voilà, j'ai vengé l'humiliation. Rappelez ça, pardon, l'aspect historique de ce que nous vivons. 79, c'est-à-dire depuis 79, l'islamisme iranien a été une dimension révolutionnaire, sanglante, qui a essaimé partout dans le monde. Absolument, c'est un choix délibéré. D'ailleurs, vous avez une fatwa de l'ayatollah Khomeini qui était censé être plus modéré que son principal adversaire, l'ayatollah Yazdi. C'est dire. Il avait mis en résidence surveillée parce qu'il était, je cite, dangereux. Comme quoi, il faut toujours faire attention. Oui, tout est relatif. Mais il faut savoir qu'en Iran, il y a plusieurs clans. Vous avez le clergé combattant qui a été éliminé, qui était tenu par l'ayatollah Rafsanjani, qui fut président de l'Iran. Vous avez la secte Hodjatier, dont personne ne parle, et qui a été représentée par le président Ahmadinejad, avec une première répression, puisqu'il a truqué les élections contre le candidat azéri, mais représentant d'une minorité et des réformistes. Et puis, vous avez le clan des gardiens de la Révolution, dont tout le monde pense qu'ils pourraient être achetés, car ils sont plus intéressés à faire de l'argent qu'à défendre le chiisme militant. Et puis vous avez l'ayatollah Khamenei, dont on nous annonce la mort tous les 3 jours, grièvement blessé dans un attentat, soi-disant subclaquant, mais qui fait encore quelques beaux discours très militants. Quelle est la capacité de contre-feu iranien? Vous l'évoquiez. Considérable. D'ailleurs, ils l'ont démontré en Israël. Expliquez-nous sur ces images. L'Iran fait une sorte de feu d'artifice ces dernières heures. Ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, chacun s'y met, où ils montrent alors, le Lincoln frappé. Ils montrent aussi les missiles qui s'abattraient sur la Maison-Blanche. Alors, tout ça, évidemment, est très, un peu grandiloquent. Tout à fait de main la veille. Ils en sont un peu loin. Mais est-ce qu'ils ont un moyen, par exemple, de toucher telle ou telle unité américaine dans la région? Oui. D'abord parce qu'ils ont un très grand nombre de drones, et vous avez vu que si on arrête entre 90 et 95% des drones, on n'en arrête pas 100%. Les Israéliens en ont payé le prix parce que malgré le dôme, ils n'ont arrêté que 93% de l'ensemble des dômes, mais les plus violents, les plus lourds, les plus difficiles, notamment ceux qui ont attaqué la base des F-35 israéliens et qui sont tombés pas loin de la centrale de Dimona, qui est aussi le lieu où existeraient peut-être, selon certains, les armes nucléaires israéliennes, qui n'a jamais reconnu en avoir. Il y en a quand même 7 qui ont traversé le dôme et ont fait des dégâts tout à fait considérables, y compris à l'Institut Weizmann, mes collègues académiques, qui est un institut de recherche sur le cancer et en biologie, mais qui a été très lourdement touché. Donc il y a une possibilité on l'avait vu dans la guerre des Malouines, quand les super-étendards français ont détruit le Sheffield britannique, ce qui avait mis en fureur Madame Thatcher. Donc il y a toujours un risque, surtout sur un groupe aéronaval. Mais ce qui est nouveau, c'est que les Américains ont déployé, et c'est ce qui a expliqué la lenteur de ce déploiement, c'était pas la vitesse du Lincoln, c'était l'arrivée de nouveaux équipements antimissiles et anti-drones américains, dont le président Trump a dit un mot avec un mot bizarre, discombulator, qui semble être équipé d'un nouveau moyen d'empêcher l'arrivée d'un certain nombre de ces drones. Mais l'inquiétude est moins celle-là que celle des Qataris, des Saoudiens et des Émiratis, qui ont retenu durablement la main du président Trump tant qu'ils n'auraient pas la garantie qu'eux-mêmes disposeraient de systèmes de protection, dômes, pour les protéger eux. Car la menace iranienne n'est pas celle qu'on nous montre d'attaquer les vaisseaux américains, c'est d'attaquer tout le Golfe et de bloquer le détroit d'Ormuz de manière relativement longue. Quel est le risque quelle est la possibilité pour les Américains de tuer Khamenei lui-même? Alors il y a beaucoup d'informations contradictoires sur le fait que Khamenei serait de retour dans son bunker. Alors, il a sans doute plusieurs souterrains. Il s'y était sans doute réfugié pendant la guerre des 12 jours en juin. Est-ce qu'on a la moindre information là-dessus? Alors, on ne sait pas exactement où il est, mais les Israéliens le savent. Et la dernière fois, il était dans le bunker et les Américains auraient pu le tuer et ne l'ont pas fait pour exactement les mêmes raisons. Il leur faut un interlocuteur et pour l'instant, le seul interlocuteur, c'est Khamenei, qui a pris des précautions en transmettant une partie de ses pouvoirs dont on suppose qu'ils concernent, si ce n'est l'équipement atomique, en tout cas quelque chose qui ressemblerait à un conseil de commandement qui est dirigé par les gardiens de la Révolution. Ce qui explique la partie sombre, discrète, secrète. Là, vous avez essayé de tirer les verres du nez de Georges Malbruno tout à l'heure. C'est la partie négociation pour trouver un interlocuteur comme la vice-présidente du Venezuela, pour ne pas faire un régime change, mais simplement changer la tête et avoir quelqu'un de plus
compatibles, compréhensifs, discutants. Et ceci explique peut-être la phrase énigmatique du président Trump, il nous envoie des messages. Oui, mais qui ? Si c'est Khamenei, ça n'est pas vrai. Sa logique est non. Si c'est le commandant des gardiens de la Révolution, alors c'est quelle branche, à quel niveau et dans quelles conditions ? Ils sont allés extrêmement loin. On rappelle que Haniyeh, le patron du Hamas, patron politique du Hamas, que la France n'avait pas pu ou voulu tuer, pas pu ou pas voulu ? Pas pu ou pas voulu ? Je ne sais pas. Ah, vous savez. La France est un pays qui a toujours su négocier les risques et les avantages de tuer un de ses adversaires, même quand il avait lui-même été au cœur de problématiques Et fait couler du sang français. Oui, alors ils étaient plusieurs, il n'était pas le seul. C'est pas une excuse. Mais la même peut s'expliquer sur le Drakkar, pour prendre cet exemple-là, notre quartier général à Beyrouth, sur nos amis iraniens. Et la même question s'est posée, vous vous rappelez sans doute, dans un débat entre François Mitterrand et Jacques Chirac, sur M. Gorgi, enfermé dans son ambassade. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui auraient pu faire en sorte que la France se venge. Elle ne l'a pas fait, elle l'a fait après 2015, mais elle ne l'avait pas fait après l'attentat du Drakkar. Alors la France ne l'a pas fait, mais les Israéliens, eux, ont tué Haniyeh en Iran. Est-ce que de la même façon, il y a sans doute auprès de Khamenei des traîtres qui sont prêts à dire « Allez-y, c'est maintenant que vous pouvez le tuer, il est là ». La démonstration a été faite par les derniers événements, à la fois dans les beepers piégés, dans les opérations menées directement, y compris au Qatar, à Doha, ce qui avait été une surprise totale, puisque c'était quand même une zone qui était garantie comme inexpugnable. Voilà, et le Hezbollah comme le Hamas ont payé très cher les tentatives d'attentats. Mais en tout état de cause, ou les attentats menés d'ailleurs, mais en tout état de cause, le sort de l'ayatollah Khamenei est resté entre les mains du président des États-Unis et il n'a pas donné son feu vert pour son élimination alors qu'elle était, si ce n'est possible, en tout cas probable. La stratégie de Trump, c'est vous qui m'avez recommandé de lire la nouvelle stratégie de sécurité. Voilà, dans le texte, il y a d'ailleurs la signature de Trump. Il y en a deux. Lui montre toujours son... Ça, c'est la stratégie. Il signe, il fait toujours comme ça. Voilà, on peut faire comme ça. C'est la stratégie de sécurité nationale. Je vous recommande le pendant, qui est la nouvelle stratégie de défense, qui est la suite de ça, et qui est elle-même extrêmement intéressante, puisque, alors elle est d'une simplicité profonde. C'est pas un concours de doctorat de philosophie, et c'est pas Monsieur Thiel tel qu'il était tout à l'heure. Alors c'est facile, ça commence par America First, la paix avec l'Amérique d'abord, la paix avec la force et le bon sens, et ensuite ça vous explique grosso modo ce qu'est la vie. Et la vie est assez simple. D'abord, il y a un truc essentiel, c'est toutes les administrations précédentes ont trahi les États-Unis. Au lieu de s'occuper des États-Unis, ils sont occupés de s'occuper du reste du monde. C'est fini. 2, le problème, c'est la Chine. Et donc, c'est l'Indo-Pacifique. Le reste, on s'en tape. 3, le problème, c'est la doctrine Monroe. C'est donc la vision désormais verticale du monde vue par les États-Unis, de l'Alaska au Groenland en descendant de l'Arctique à l'Antarctique. Les Chinois, ils sont chez eux, de l'autre côté, voilà. Et puis au milieu, il y a une espèce de truc bizarre, c'est nous. Et là, on n'a qu'à se défendre tout seul. Et d'ailleurs, il y a 3 pages sur Increase Burden Sharing with the US. C'est-à-dire, grosso modo, les Européens n'ont qu'à payer pour se protéger. Et ça se termine par les Américains se protègent, les Européens se protègent, mais les Américains protègent d'abord les Américains, accessoirement le reste du monde, même s'ils en gardent le leadership. Vous avez des mots critiques, cependant c'est très clair. On voit à quel point, contrairement aux aventures des administrations précédentes, notamment l'administration Bush, ils ne prétendent pas chercher des régimes. Nous recherchons de bonnes relations et des relations commerciales pacifiques avec les nations du monde, sans leur imposer un changement démocratique ou autre changement social qui diffère largement de leur tradition démocratique. Et ils continuent. Nous affirmons qu'il n'y a rien d'incohérent ni d'hypocrite à agir selon cette manière réaliste. On voit qu'ils ne sont plus à l'époque de Bush qui commettait le crime de mentir pour l'Irak. Ils disent franchement, nous, on va traiter avec les régimes tels qu'ils sont. Il faut simplement... premier qui a tout changé, c'est Franklin Delano Roosevelt, qui est sorti de la doctrine Monroe America First en entrant en guerre. Merci aux Japonais, entre guillemets, d'avoir attaqué Pearl Harbor, parce que le sujet était minoritaire au Congrès. Le président Roosevelt, il a fallu que ceci se produise, à la suite de quoi il y a eu une génération complète de « nous allons gagner économiquement et nous rembourser
par l'économie sur ce que nous avons investi dans la guerre, puisque le plan Marshall, dont tout le monde nous rabat les oreilles, c'est un prêt. Mais soyons très concrets. Est-ce que c'est réaliste au fond? Est-ce que cette attitude est plus réaliste que certains de ses prédécesseurs qui voulaient changer le monde, établir la démocratie partout, de dire nous, on veut simplement que les régimes ne tuent pas trop leurs gens, si possible, soient un peu réservés dans la répression et surtout qui s'accommodent du droit international? Alors, d'abord, s'accommoder du droit international, cette question est réglée, puisqu'il n'existe plus. Pouf, tue pas trop les gens. Il ne faut pas être un ennemi des États-Unis. Il ne faut pas trop envahir ses voisins quand même. Ah, c'est pas la même chose. Tue pas trop ces gens, c'est un problème domestique. Ils ont le même point de vue que les Chinois. Envahissent trop ses voisins, c'est un problème là d'équilibre, machin. Est-ce que le voisin est un ami, un ennemi ou un neutre? Si c'est un ami, alors éventuellement on regarde. Si c'est Monsieur Orban, on dit ah non, c'est vraiment pas bien. Si c'est Madame Meloni, on dit c'est vraiment pas bien. Si c'est la Pologne, on dit non, là vraiment c'est pas bien. Si c'est la Moldavie, on n'est pas sûr qu'il se passe quelque chose. Et puis troisièmement, ce qui est à moi et le reste est aussi à moi, parce que la vision qui est donnée, c'est une vision propriétaire de l'hémisphère. Et comme les Chinois d'ailleurs vous disent, on a une vision propriétaire. Vous avez eu un extraordinaire événement dont pas grand monde a parlé, c'est la purge totale du commandement militaire central chinois. On reviendra à la Chine. Voilà, restons un instant sur l'Iran. Ceci pour vous dire que c'est à peu près la même logique. Au fond, est-ce qu'il peut s'accommoder du régime iranien tant que le régime iranien rentre dans sa niche, en gros? Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, virez-moi Khamenei, passons un deal, je ne veux plus jamais entendre parler du nucléaire, car certes, on a éradiqué beaucoup, mais pas tout. Et vous notez l'immense prudence des Israéliens. Pas un mot, pas un froncement de sourcil. Ils vous disent pas vas-y, vas-y, vas-y. Ils regardent ça parce qu'eux-mêmes ont le même doute sur la capacité ou pas d'une partie des drones reconstitués par les Iraniens à traverser le dôme, d'une reprise éventuelle des Houthis pour en remettre une couche, d'une reprise éventuelle du Hezbollah qui n'est pas totalement désarmé. Le Hamas, on est à peu près sûr que là, la question est presque résolue d'un point de vue militaire, mais pour les autres, les mêmes problèmes se posent. Et les Israéliens, pour une fois, à la surprise générale, jusqu'à présent, ne poussaient pas du tout à la roue. Alain Bauer, votre livre qui est vraiment un verbatim extraordinaire de Trump, où on comprend la logique profonde, pas seulement psychologisante, mais vraiment politique. Non, surtout pas psychologisante. Il dit par exemple, je pense que si ce pays, il parle des États-Unis, je pense que si les États-Unis deviennent plus gentils ou plus doux, ils cesseront littéralement d'exister. Ouais. La conquête, ça fait partie de la survie. Absolument. Il est le Big Stick, Theodore Roosevelt, la doctrine Monroe, il est revenu dans un historique des États-Unis qui date largement d'avant lui. Il est parfaitement cohérent. Ce que j'essaie d'expliquer, il ne faut pas psychiatriser Trump. C'est une immense erreur. Trump est un provocateur qui se sert de la provocation pour nous agiter, qui se sert de la digression pour éviter de traiter des problèmes, mais ce n'est pas de la divagation. Même s'il y a de temps en temps des petites crises égotiques, mon prix Nobel, etc. Sur le fond, en fait, il utilise la provocation pour nous éviter de penser, de réagir et surtout d'être en situation de résister. Et la démonstration est faite que tous ceux qui se sont roulés à ses pieds n'ont jamais rien obtenu. Absolument rien, il les méprise. Il ne respecte que ceux qui lui résistent. Est-ce qu'il vit dans une époque coloniale? Je relisais un discours de Churchill en 1942, en pleine guerre. En pleine guerre, Churchill dit... Si vous voulez décoloniser, ce sera sans moi. Pour moi, une nation qui croit en elle-même colonise. C'est un empire, mais il a un empire... non pas horizontal, ce qui est la tradition américaine post-Deuxième Guerre mondiale, mais vertical, retour aux fondamentaux. L'Amérique, c'est à nous, du haut en bas. D'ailleurs, je gagne électoralement ce que je ne gagne pas militairement, l'Argentine, le Chili, le Honduras. Il y a encore un pôle de résistance au Mexique. Et puis, il y a le problème Lula, c'est-à-dire le Brésil. Mais j'obtiendrai tout le reste de haut en bas. C'est moi qui gérerai cette partie-là du monde. Les Chinois, on leur laisse leur partie à eux. Et la question de Taïwan redevient sensible et brutale. Mais on sent bien que ce n'est pas le sujet. Et puis, il y aura l'espace du milieu. Et là, il dit, c'est facile. Ce n'est pas une puissance, c'est un marché. Nous sommes là pour nous faire payer pour notre protection. Et donc, soit vous vous organisez tout seul comme des grands, mais sous notre domination, soit vous vous organisez pas, mais en tout état de cause, vous n'avez plus voix au chapitre. Il est en train d'ouvrir des fronts tous azimuts. On continue cette émission spéciale. Dans un instant, le général Yakovlev va nous rejoindre. On va voir à quel point il accumule les fronts. Groenland, Canada,
Panama, Alberta. Venezuela, Cuba, Alberta. Alberta. On va voir dans un instant les manifestations en Alberta. Arrêtons-nous d'abord à ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse. Alors, ça peut paraître un peu plaisantin, ça ne l'est pas. Hein. C'est ces universitaires de Chicago qui agrègent toutes sortes de données sur le degré de risque. Il est au moins 23h30 depuis très longtemps. Voilà, regardez l'évaluation. Quand on remonte dans le temps, 1984, c'était en pleine course à l'armement. C'est une façon d'exprimer le danger du monde. Hein. On était 3 minutes avant la fin du monde. Évidemment, tout ça est imagé. 91, la chute de l'Union soviétique, il y avait une grande détente, 17 minutes. Le monde a cru vraiment que c'était la fin de l'histoire. Hein. Pas vous. Non. 2025, alors là, ça a beaucoup gâté. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine, etc. Et puis 2026, ce serait encore plus grave. Est-ce que vous le pensez effectivement ? Jamais les tensions n'ont été aussi fortes, jamais les risques n'ont été aussi développés, jamais la dissémination d'armes, et pas seulement nucléaires. Hein. La Turquie vient de sortir la plus grosse arme thermobarique de l'histoire, elle est plus puissante qu'Hiroshima. Donc, faut pas croire que seul le nucléaire est un élément fondateur de la guerre. Il y a aujourd'hui des armes dites conventionnelles ou sous-nucléaires. Vous savez que j'ai un débat permanent avec un de nos amis communs sur cette question, mais un de vos grands amis, un de mes immenses amis. Voilà, mais vous avez, les États-Unis sont en train de remettre à niveau l'ensemble de leur armement nucléaire tactique, les Russes aussi, y compris dans des endroits où il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à présent, la Biélorussie, Kaliningrad, on a toujours su qu'il y en avait, et donc on sent bien qu'il y a là un retour non seulement à des capacités d'armement sur des acteurs comme la Corée du Nord, qui sont juste cités comme le deuxième plus grand ennemi des États-Unis dans le document Défense nationale, alors qu'il n'était quasiment pas traité dans le document Sécurité nationale, donc il y a des petits ajustements, on sent bien, mais on voit apparaître de nouveaux acteurs militaires très puissants. Je citais la Turquie, l'Iran a été très en avance, la Corée du Nord est très puissamment armée, d'ailleurs c'est elle qui supporte le plus l'effort russe en Ukraine, en armement et en hommes. Donc on sent bien que jamais il n'y a eu autant d'acteurs sur autant de terrains diversifiés et il n'y a plus de gendarmes.